Le livre de Smart Job, avec une émission, vous l'aurez compris, consacrée, je dirais, à la place des femmes en entreprise, tant sur l'étude Indeed que sur ce travail de lanceuse ou de lanceur d'alerte, et ce livre d'Élise Fabing. Bonjour Élise. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir. Édition Les Arènes, qui est un bel éditeur, ça commence avec la boule au ventre, une avocate lève le tabou de la souffrance des femmes au travail, et je précise que vous êtes celle qui défendait beaucoup de femmes au sein de start-up, d'entreprises de com, d'agences de com, et vous les accompagnez parce qu'elles souffrent. Ce livre, c'est quoi? C'est un livre coup de gueule? C'est un livre coup de poing? C'est quoi? C'est un livre coup de gueule, coup de poing et un peu thérapeutique aussi. Parce que, en fait, la majorité des histoires de ce livre n'auraient jamais dû sortir sur la place publique. Parce que la majorité de mes clientes ont signé des clauses de confidentialité, des transactions. Leurs silences ont été achetés. Et ce livre, je l'ai écrit pour leur rendre la parole. En anonymisant, bien sûr. Évidemment. Pour ne pas les mettre en difficulté. Évidemment. Donc l'idée, c'est de sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe réellement en entreprise, parce qu'en réalité, je suis la seule à pouvoir en parler. Vous évoquez des choses absolument graves, et au-delà de ce livre, vous menez des combats, et vous dénoncez des agissements, mais dans ce livre, vous évoquez notamment une start-up dont le nom sera tu, 30 collaborateurs, avec du porno, on regarde du porno ensemble, mais ça sort d'où? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants? J'ai quand même dû commencer ma plaidoirie en expliquant que le porno n'avait pas sa place en entreprise. Si on m'avait dit qu'un jour, mon métier m'amènerait à prononcer cette phrase-là, je n'y aurais pas cru. Bah oui. Mais oui, et puis des propositions indécentes, des demandes de photos, d'underboobs, je ne savais pas ce que c'était, mais voilà. Bon. Mais attendez, ça veut dire qu'il y a une forme d'embrigadement quand on est capable, quand on est dirigeant, je pense que c'est quelques dirigeants qui embrigadent et qui arrivent par la force de la persuasion à embarquer une équipe entière. Comment on emmène les gens à faire ça? Parce qu'on a un libre arbitre, on peut dire j'y vais pas, t'es totalement bête, je rentre chez moi. Comment on fait là? C'est quelqu'un qui était assez connu, un peu gourou. C'est ça. Très reconnu, petit prodige dans son domaine. En réalité, c'est pas dans une start-up parce que j'ai transformé, voilà. Et qui recrutait principalement des très jeunes, des débutants, et qui devaient adhérer pour être cool et plaire à leur gourou. Et les jeunes femmes étaient présentées quand elles arrivaient dans l'entreprise au sein d'un montage photo porno. Ah oui. Bien sûr, envoyé à toute l'équipe. Voilà. Il y avait des gages avec des mimes de fellation sur des nerfs en plastique. Ce genre de choses, des photos porno partout. Donc il y avait une obsession chez le dirigeant. Bien sûr, une obsession, et il ne s'en cachait pas. C'était quelque chose de connu et d'assumé. On entend que vous avez plaidé, on entend que vous avez donc défendu ces femmes qui réclamaient leur dignité, le retour à leur dignité. Oui. Ils ont été condamnés? Oui. D'accord, donc oui, on a gagné. En appel? Non, il va y avoir l'appel pour bientôt. Ah, donc il y a un appel quand même. Donc il y a appel des dirigeants ou de l'avocat du dirigeant qui dit que vous avez peut-être mal compris en fait. Toute la difficulté dans ces dossiers-là, c'est la jurisprudence sur l'attitude ambiguë. C'est-à-dire que effectivement, ma cliente, en l'occurrence, elle a participé pour être intégrée, pour se faire sa place, et pour de fait, garder son job. On considère qu'elle a fait de son plein gré. Voilà, alors que cette jurisprudence-là, elle est totalement dépassée, selon moi, et patriarcale, parce que c'est totalement nier le lien de subordination économique qui est inhérent à tout contrat de travail. Évidemment. La place des femmes, parce que vous vous intéressez à ces entreprises, certaines sont très connues, certaines sont très people, certaines sont très en vue. Il y a beaucoup de souffrance, ça se réduit. Vous avez l'impression que, quoi qu'on fasse, malgré les lois, malgré les textes, malgré cette espèce de pression médiatique, la souffrance est là. Alors, moi j'ai un prisme particulier parce que personne ne vient me voir quand tout va bien. Donc j'ai évidemment les pires dossiers et je tiens à préciser que j'ai majoritairement des clients hommes, néanmoins, parce que l'accès à l'avocat pour les femmes est plus compliqué. En général, un homme va venir me voir parce qu'il a une mauvaise évaluation annuelle. Une femme, quand elle passe la porte de mon cabinet, c'est qu'elle est au bout du rouleau. C'est que son corps commence à lâcher. Avec des tentatives de suicide, enfin, avec des gens qui vous disent « moi je vais mettre fin à mes jours ». Oui, et puis des hospitalisations en psychiatrie. Alors ça arrive aux hommes également. Mais les femmes sont beaucoup plus vulnérables sur le marché du travail, dans le monde du travail, parce qu'elles ont
des épreuves personnelles aussi qui font qu'elles sont particulièrement exposées aux discriminations sexistes. Mais j'entends, et Indeed d'ailleurs le confirmait dans l'étude qu'il nous proposait, les 18-24 considèrent qu'il y a toujours beaucoup de sexisme en entreprise. Évidemment. Il y a beaucoup d'isolement et beaucoup de souffrance. Elles sont seules, ces femmes, finalement? Elles sont très seules parce qu'il y a énormément de clauses de confidentialité. Et d'ailleurs, quand mes clientes signent un accord de confidentialité, elles culpabilisent parce que souvent le salcon reste en place. Le salcon est là. Moi, il y a des entreprises contre lesquelles j'ai plusieurs dossiers de harcèlement sexuel. J'ai toujours un chèque. Indéboulonnable. Et le mec est toujours là, il se pavane sur LinkedIn. Ça me met en colère quand je vois ça le matin en faisant mon LinkedIn. Mais pourquoi on n'y touche pas? Parce qu'il a le pouvoir? Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est rentable. Et parce qu'on estime qu'on va laisser en place un mec rentable. Et puis je pense que c'est encore dans les mœurs. Dans un dossier, je discutais avec une DRH en direct, ce qui m'arrive assez rarement. En général, j'ai une consoeur ou un confrère qui fait le filtre. Et la DRH, c'était un dossier dans lequel ma cliente avait été mise enceinte par son supérieur hiérarchique. Et en fait, elle s'était rendue... Après, il avait contrainte à avorter. Et puis, elle s'était rendue compte qu'elles étaient plusieurs dans ce même cas. Avec le même manager, hein, évidemment. Et donc, la DRH m'expliquait que c'était un fait de vie privée, qu'elle ne voyait pas ce qu'elle avait à faire dans ce dossier. Et moi, je lui dis, mais il y a quand même un problème de culture d'entreprise. Évidemment. Donc, j'ai l'impression que le manager un peu flamboyant qui fricote un peu avec ses subordonnés, c'est encore un truc qui a la dent dure. Des témoignages très forts et en tout cas, vous êtes au contact de ces femmes qui souffrent et qui vont parfois très loin dans cette souffrance. Lisez ce livre, ça commence avec La boule au ventre, en collaboration avec Jules Thomas, je ne l'ai pas précisé, édition Les Arènes, c'est écrit par l'avocate Élise Fabing qui nous a fait le plaisir de venir sur notre plateau. Merci pour votre combat et je vous dis à très bientôt, évidemment. L'émission est terminée, merci à vous, merci à toute l'équipe technique, évidemment, Thibaut au son et Romain à la réalisation et puis évidemment Nicolas Juchat qui m'accompagne. Je vous dis à très bientôt, bye bye.